La mort de mon père m'a enseigné que quand tu perds quelqu'un, que tu perds une personne de proche, tu gagnes autre chose à côté. Quand tu vis, en fait, tu prépares ta mort. Quand tu vis, tu prépares un terrain pour tes enfants si t'en as un. Quand tu vis, tu prépares l'après, en fait. Tu vis pas pour toi. Les gens aujourd'hui me regardent en mode, ils vont m'aider. Je sais qu'aujourd'hui, les gens peuvent m'aider pour mon père, parce que je suis la fille de mon père, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton père? Alors, présenter mon père, je dirais déjà son nom, son prénom. Mon père, il s'appelle Matef Pamboudestin. Il est né le 31, il était né le 31 octobre 1966, je crois. Je le présenterais comme un papa généreux, le papa de tous les enfants, mais vraiment tous les enfants. Il était gendarme, il était vraiment très brillant, très intelligent. On est 8. On est 8 de plusieurs mamans. On a 4 mamans. Sa femme, c'est maman Aïcha. Il s'est marié en 2014, je pense. Et, il vient d'une famille de beaucoup, beaucoup d'enfants. Et c'est l'aîné. C'est l'aîné de sa famille. Donc, il avait beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau de son travail, de sa famille, de ses enfants. Et voilà. Qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Il représentait... il représente une fierté. Avant d'être mon père, c'était aussi mon héros, mon meilleur ami. J'aime bien dire que c'était mon meilleur ami parce que c'est une personne qui avait cette capacité d'écoute et de compréhension. Il avait une manière de comprendre les autres qui était... je sais même pas comment l'expliquer parce que du coup, en fait, avec mon père, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas de problème avec mon père. Quand tu as un problème et que tu lui en parles, il va trouver une solution et peu importe le problème. Et donc ouais, je dirais que c'est mon héros, mon meilleur ami, et après c'était mon père. Tu disais souvent qu'il t'appelait sa star. Pourquoi il utilisait ce nom pour te nommer? La star. euh, je sais pas pourquoi lui il a choisi ça, mais je sais que je suis l'enfant qui est arrivé pour stabiliser sa vie. Il a eu 2 enfants avant moi. Et quand il a rencontré ma mère, il était encore jeune, mais ma grand-mère lui a demandé de se poser. Donc, de structurer sa vie et qu'il ne laisse pas ma mère vue seule. Et du coup, je pense que je suis l'enfant qui a apporté la joie, la paix dans sa vie. Et comme je suis extravertie, j'aimais beaucoup danser quand j'étais petite. J'aimais beaucoup faire la fête. J'aimais beaucoup me faire remarquer, en fait. Et mon père, il a toujours vu ça comme... Enfin, je sais qu'il y a souvent des parents qui vont juger un enfant agité, on va dire. Mais mon père, il me disait non, c'est une star, c'est ma star. Elle doit être comme ça, elle brille en fait. Vas-y, brille, mon frère. Il m'a toujours demandé de briller. Et je pense que c'était ça. Le mot star, c'était pas forcément star comme une célébrité, mais star comme une étoile, je pense. Je dirais ça comme ça. Comment as-tu appris sa mort? Après sa mort, mon père, il est mort dans mes bras. Et il était malade depuis un moment, je ne sais pas quand, je ne sais pas si lui-même il savait qu'il était malade, mais on a beaucoup galéré pendant sa maladie. Et du coup, il a dû venir en France pour pouvoir se soigner. Et donc, j'ai été là du début à la fin, de l'aéroport jusqu'à ce qu'il rende son âme. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais rêvé de ça il y a environ 8 ans. J'avais rêvé que... je ne sais pas si vous avez regardé Black Panther, mais quand Black Panther il meurt, dans la saison 2, enfin le deuxième épisode, on voit le cercueil monter. Et en fait, moi, j'avais rêvé que mon père était autour de femmes qui étaient habillées en noir, et moi, j'étais au niveau de ses pieds, et je voyais mon père monter, en fait. Et il y avait une soucoupe volante qui était venue le récupérer. Et je lui ai raconté ce rêve, je lui ai dit, mais papa, j'ai rêvé qu'on te sacrifie. Pour moi, c'était un sacrifice. Mais c'était pas un rêve triste, c'était un rêve où je le rêve, je vois ce qui se passe, en fait. Et je lui ai raconté ce rêve.
Et quand on était à l'hôpital et qu'il y avait que des femmes autour de lui, parce qu'il y avait des hommes, ses frères, mais ils n'arrivaient pas à rester dans la chambre. Parce que mon père, en fait, les médecins, ils ont dit que avant de mourir, on a une manière de se battre avec la vie qui fait que on fait des mouvements, on se bat avec son corps en fait. Je sais pas si c'est une manière de rester ancré dans le corps humain ou ton âme est en train de t'appeler. Je sais pas ce que ça signifiait, mais je sais que ses frères ils n'ont pas supporté regarder ça. Et du coup on s'est retrouvés que entre femmes et il y avait ses sœurs qui priaient et tout. Et à un moment, ma tante elle me regarde. Elles étaient en train de prier. Enfin mes deux tantes arrêtent de prier à ce moment-là. Et quand elles arrêtent de prier, je me dis, il se passe un truc. Et je me lève parce que du coup, je faisais un peu de place puisque la chambre, elle est petite. Et quand elles arrêtent de prier, je me rapproche de mon père et je lui serre la main. Et c'est là qu'il ouvre les yeux. Et comme il avait été malade depuis un moment, ses yeux, ils étaient hyper jaunes. Il était... sa peau, elle avait une couleur un peu sombre mais bizarre. Et à ce moment-là, quand il me serre dans sa main, quand il me serre la main, son teint change en fait. Ses yeux éclaircis. Et je me dis, ouais, c'est bon, mon père, il revient en fait. Ces 5 secondes où je vois mon père me serrer fort, me serrer la main, je me dis, ça y est, il va revenir. Et ses yeux s'éclaircissent. Et là, tout s'arrête. Et tout s'arrête. Et ma tante qui était à côté vient fermer ses yeux. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fermes ses yeux ? Elle me dit, courage. Et heureusement que j'ai vécu ce moment parce que on n'aurait pas pu m'expliquer et j'aurais jamais compris si je l'aurais pas vécu. Et je remercierai jamais mon père pour ce moment parce que c'est fort en fait. À ce moment-là, du coup, quand il a rendu l'âme, j'ai pas compris. Tout le monde a commencé à crier. C'était horrible. C'était l'euphorie en fait. Tout le monde a crié à ce moment-là. Et moi, j'ai juste serré mon père. Et en fait, j'étais avec ma meilleure amie parce qu'elle venait à peine de rentrer dans la chambre. Et elle me serre fort. Et je me rappelle que mon cœur a serré comme si j'allais m'étouffer. Mon cœur a serré hyper fort. Et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, en fait. Je crois que juste après que mon cœur est serré, j'ai eu une adrénaline de fou parce que l'hôpital n'était pas à côté de chez moi et il y avait du monde à l'hôpital. Donc du coup, je suis restée, je pense, 15 minutes avec le corps de mon père. Il était tellement beau. Je me disais, c'est pas possible parce que, vu qu'il était encore branché et tout, il était chaud. Et on me disait souvent que quand tu meurs, tu deviens froid. Et en fait, il était chaud. Et on lui avait mis une couverture parce que je pense qu'il avait commencé à mourir petit à petit. Donc il avait une couverture chaude et tout. Et je suis restée à côté de lui. Il était beau. Sa couleur était revenue. Il avait maigri. Et à ce moment-là, il avait... repris ses joues, il était trop beau. Et donc je suis restée avec lui, je suis restée à le regarder, je lui ai parlé et tout. Et après, il fallait calmer ma famille. Il fallait calmer ses sœurs, il fallait rentrer, il fallait laisser le corps à l'hôpital et laisser le corps médical s'occuper de lui. Et je me rappelle que j'ai tout géré. J'ai demandé à mes tantes de se calmer, j'ai calmé ma mère qui était tombée et j'ai dû conduire 30 minutes. Et comme il y avait encore du monde à l'hôpital, et ma copine, elle était là, mais il n'y avait pas assez en fait de voitures. Donc j'ai pris mes tantes, j'ai l'impression que... on dit souvent que c'est les hommes qui sont forts et j'ai l'impression d'avoir été un homme à ce moment-là où j'ai laissé mes émotions de côté, il fallait gérer en fait la situation. Et tout le monde était choqué en mode mais qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Et à un moment, pendant le trajet, j'avais mis la musique et je pleurais. Et ma tante, elle me dit, arrête de pleurer parce que t'es au volant, ça peut être dangereux. Et je me souviens avoir dit, je viens de perdre mon père, en fait. Donc vous avez rien à me dire.
Et, euh, et je crois que ça a choqué tout le monde. Et bref, l'adrénaline est restée comme ça le temps de gérer, de tout gérer. Et je pense que j'ai pleuré vraiment euh, le jour de son enterrement, donc des semaines après, parce qu'il fallait gérer trop de choses après sa mort. Est-ce que cela a été un poids pour toi, de tout gérer? Je sais même pas si je pourrais dire que c'était un poids, mais je sais que c'était une fierté parce que pour moi, c'était mon père. Il fallait gérer les choses. Et j'avais pas de frère à côté. On était, en France, on n'est que deux filles. Et pour moi, c'était mon père qui est rentré en moi et qui m'a permis de gérer. Donc, je dirais pas que c'était un poids parce que je sentais, j'avais pas d'émotion à ce moment-là. J'avais rejeté mes émotions et il fallait juste gérer. Donc, je pourrais même pas. Je sais que c'était lourd parce que je savais pas ce qui se passait après la mort d'un proche. Je savais pas qu'il y avait toute cette administration à gérer. Mais non, mais j'ai ressenti de la fierté parce que pour moi, c'était mon père et il fallait que quelqu'un fasse et j'étais fière de faire ça pour lui. Qu'est-ce que cela a pu t'enseigner, la mort de ton père? Euh, la mort de mon père m'a enseigné que quand tu perds quelqu'un, que tu perds une personne de proche, tu gagnes autre chose à côté. J'ai envie de dire que c'est horrible hein, de te dire que pourquoi il n'y a pas d'autres personnes qui sont mortes dans ma famille, qui sont inutiles. On pourrait penser ça, tu vois. Te dire, lui, il était super important pour tout le monde. Il aidait tout le monde. Pourquoi c'est lui qui est parti? Et au fil du temps, tu te rends compte que, ok, ton père, il décède, mais il y a d'autres choses qui s'ouvrent. En fait, il y a une porte qui se ferme, mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et j'ai juste envie de me dire que, peut-être que physiquement, mon père ne pouvait pas faire certaines choses. Aujourd'hui, qu'il n'est plus là physiquement, spirituellement, il agit autrement, tu vois. Et, euh, et ouais, je me dis juste que tout ce qui arrive est bon pour nous. Et si mon père, il est parti maintenant et que, vu que c'est le premier de sa famille, il a enterré son père, sa maman, elle est là, mais c'est le premier de ses frères et sœurs qui part. Et tous ses frères et sœurs étaient autour de lui, ses enfants étaient là. Donc pour moi, mon père, il est mort dans la maladie et tout, mais il a eu un bel hommage. Donc ça m'enseigne vraiment que tu perds quelque chose d'important, mais il y a d'autres opportunités, d'autres portes qui s'ouvrent pour nous. Et il faut juste savoir bien prendre les choses, en fait. Comment on fait son deuil? Est-ce que tu as fait ton deuil? Je ne savais pas vraiment ce que c'était deuil, parce que j'ai perdu mon grand-père, comme je l'ai expliqué. Donc, chez nous, les Congolais, ils ont une manière de... Je crois c'est 45 jours après la mort de la personne, ils font un retrait de deuil. Donc, c'est une fête qui remercie les personnes qui ont été là, qui nous ont soutenus pendant le deuil, enfin pendant la mort, suite à la mort de la personne. Donc, on fait une fête pour dire merci. Et c'était à ce moment-là que tu es censé retirer ton deuil. Mais la mort de mon père m'a appris que en fait tu ne retires pas le deuil. Je vais vivre sans mon père depuis sa mort jusqu'aujourd'hui et toute ma vie je vivrai sans mon père. Donc il n'y a pas de retrait de deuil, il y a pas de comment on gère le deuil, il n'y a pas une manière en fait de gérer le deuil. Chacun est différent. Il y en a qui prendront 2 semaines, il y en a qui prendront 4 ans ou toute la vie. Moi je sais que je vivrai toujours sans mon père. Donc, je ne sais pas si un jour je dirais que... parce qu'à un moment, après la mort de mon père, j'avais du mal à dire je vais bien. Parce que pour moi, c'était égoïste de dire que je vais bien alors que mon père n'est plus. Aujourd'hui, j'arrive à dire que je vais bien parce que mon père, il est toujours là. Et depuis sa mort, je fais que rêver de lui. Il m'accompagne. Dans mes rêves, il m'accompagne. Et je me dis, ce qu'il n'a pas pu me dire dans le monde physique, il me le dit dans le monde spirituel et ça me va en fait. Et puis je sais que j'en ai déjà parlé, on en parle à chaque fois
Quand on me cherche, je dis, mais tu sais, je suis qui, moi? Je suis la fille de Matev, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, de dire que mon père n'est plus là et je suis orpheline. Genre, c'est un vrai statut. Mon père, il n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement. Donc, je pense pas qu'on peut faire un deuil d'un papa ou d'un enfant. C'est des êtres qui nous ont créés ou qu'on a créés. Donc, ça se fait pas le deuil, en fait. Si tu avais l'opportunité de faire une activité avec lui à l'heure actuelle, qu'est-ce que ce serait? J'aurais voyagé avec mon papa. Tout simplement parce que la seule fois où il était dans l'avion en même temps que moi, c'était parce que je ramenais son corps au Congo. Et j'ai appris aussi que c'est seul. Quand tu vis, en fait, tu prépares ta mort. Quand tu vis, tu prépares un terrain pour tes enfants si t'en as. Quand tu vis, tu prépares l'après, en fait. Tu vis pas pour toi. Parce que les gens aujourd'hui me regardent en mode, ils vont m'aider. Je sais qu'aujourd'hui, les gens peuvent m'aider pour mon père, parce que je suis la fille de mon père, tu vois. Et les témoignages, je sais, il y a eu des beaux témoignages, mais le témoignage qui m'a touchée, c'était que mon père, il prenait le temps pour les autres. Quand il y avait des personnes qui étaient malades, il était colonel de la gendarmerie au Congo. C'est un titre, c'est quelqu'un, tu vois. Et mon père, il s'en foutait de ce titre-là et il s'asseyait avec les gens. Quand t'es malade, il va te visiter, il reste avec toi, il prend ce temps-là. Et dans le monde où tout va vite, où on n'a pas le temps en fait, une personne comme lui prenait ce temps-là pour les autres. Je me disais, mais en fait, moi, je suis qui? Est-ce que je serai à la hauteur de la vie qu'a menée mon père? Est-ce que je serai capable de faire ce qu'il a fait en fait? Je suis Lynn Matev, la fille du colonel Destin Matev. Mazapta Bongzibolo. Le papa de tous les enfants. Oh mes parents, regarde, on en parle là. Mon père, il a trop rappelé son nom là. Donc tu gaspilles le nom de ma terre.